Ok, donc ma présentation, effectivement, sera relativement succincte. Hein. Willy vient de le préciser. Je suis ergonome interne depuis déjà à peu près 28 ans. Donc, j'ai un petit peu d'histoire sur les démarches de conception parce que j'ai accepté de venir, et j'en remercie d'ailleurs les organisateurs pour cette invitation, hein, parce que justement le thème des journées d'études là m'interpelle particulièrement parce que j'ai déjà une longue histoire avec les démarches de conception. Donc en tant qu'ergonome interne, cette question de l'ergonomie de conception a vraiment jalonné ma vie professionnelle. J'ai commencé dans les années 90, donc avec pendant 8 ans une cinquantaine de projets industriels que j'ai suivis. Et puis ensuite, j'ai écrit une thèse de doctorat avec Antoine Laville en 2002 et Annie Veil-Fassina sur les activités de conception, justement. Puis ensuite, de 2005, ouais, c'est peut-être pas tout à fait... Oh, merci. De 2005 à 2008, j'ai participé à la conception d'une chaîne de montage, la première chaîne de montage pour un appareil moyen. Et puis j'ai renouvelé l'exercice en 2014, dans un contexte un peu particulier, parce que là, il s'agissait d'un projet d'industrialisation. C'est-à-dire qu'on crée la chaîne de montage en même temps qu'on crée l'hélicoptère. Hein. Donc, ça bouge des deux côtés. Et on réfléchit donc à la chaîne de production, aux moyens industriels, en même temps qu'on fait bouger encore le design de l'hélicoptère. J'y suis encore. Et j'ai démarré également un nouveau projet avec beaucoup d'enjeux safety. Hein, dans l'aéronautique, c'est relativement important, que je vais évoquer un petit peu avec vous aussi. Par ailleurs, donc, je suis professeure associée à l'Institut d'ergologie. C'est un dispositif, l'ergologie, pluridisciplinaire, où on est on s'intéresse au travail et on est plusieurs disciplines à réfléchir sur le travail. Donc, la demande des organisateurs était un peu de prendre du recul, si j'ai bien compris, par rapport aux démarches de conception dans lesquelles moi je suis un peu impliquée depuis longtemps. La question posée est de savoir si la conception et les outils qu'on centre sur l'activité en tant qu'ergonome est une seule voie à investir. Donc Serge, dans sa présentation, nous relatait certainement quelque chose d'un peu différent. Je ne pense pas non plus, du reste, que c'est la seule voie à investir. Il y a certainement d'autres outils à penser, à réfléchir pour anticiper, entre autres et principalement, toutes les problématiques de santé, qui sont quand même assez compliquées à pronostiquer dans les démarches de conception usuelles et classiques dans lesquelles je suis embarquée. On y reviendra. Et surtout par rapport aux questions d'évolution des savoir-faire, des parcours formants, etc. Donc on y reviendra. Bon, j'ai essayé de répondre au mieux à cette commande en me centrant sur un thème qui est pour moi important, le point de vue du travail, donc j'y reviendrai rapidement. Ensuite, je vous présenterai rapidement comment je vois les démarches de conception et la conception, de quel réel on parle dans ces démarches, puis nos apports d'ergonomes aux démarches de conception et quelques points de discussion. A posteriori, quand j'ai donné le titre un peu dans l'urgence à Willy, je parlais du concept de point de vue du travail au pays des ingénieurs, parce que je baigne dans un milieu d'ingénieurs et que effectivement j'ai tout de suite pensé à eux dans ma vie professionnelle. Mais pour être plus franche et en ayant travaillé cette présentation, j'élargirai le concept non pas exclusivement aux ingénieurs, mais aux concepteurs. Parce que pour moi, les concepteurs, ce n'est pas que des ingénieurs, c'est aussi les personnes, les opérateurs, pour lesquels, les utilisateurs finaux, comme on dit, pour lesquels on est en train de concevoir un nouveau travail. Alors, le point de vue du travail, ça c'est complètement emprunté à Jacques Durafour. C'est un héritage conceptuel, méthodologique et analytique emprunté à Jacques. Comme le disait Jacques, le point de vue du travail est une articulation fondamentale entre ce qui se passe dans les activités des hommes et des femmes, donc dans le micro des activités, et les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement du travail.
donc dans le macro, dans les sphères décisionnelles. C'est, par exemple, si vous l'écoutez dans le cadre d'un DVD qui a été réalisé il y a un certain temps, déjà en 2000, c'est l'histoire d'une opératrice littéralement pendue à sa visseuse automatique. L'ergonome intervient pour une problématique de troubles musculo-squelettiques et découvre que finalement elle est pendue à sa visseuse automatique depuis qu'on a changé le diamètre des vis. Hein. Alors il s'interroge, il va voir les acheteurs et il demande pourquoi on a changé le diamètre des vis. Et là, forcément, l'acheteur lui répond que c'est pour optimiser le rapport qualité-prix. Alors que l'acheteur, dans le cadre de son métier, recherche bien évidemment à aller chercher les meilleurs prix, on peut le comprendre, hein, mais que dans ses choix de décision sur le diamètre des vis, ils ne prennent pas en compte le besoin des opérateurs, c'est ce qui le rendait fou. Hein. Ce qui le faisait paniquer, c'était l'idée qu'on ne puisse pas débattre du travail quand on prend des décisions. Et je vous avoue que moi, dans le cadre des conceptions, ce qui me fait paniquer aujourd'hui, c'est quand on peut prendre des décisions, quand les équipes projets, quand les sphères du gouvernement du travail prennent des décisions sans qu'on ait eu le temps, l'opportunité de discuter du travail. Hein. Donc c'est pour ça que je relirai un petit peu l'ensemble des... J'ai essayé de revoir un petit peu, revisiter mes 28 ans de travail en démarche de conception, mais je les relie fondamentalement à cette idée de est-ce qu'on a encore les opportunités de débattre du travail, des besoins des utilisateurs finaux. Voilà, pour ce qui est du point de vue du travail. Alors, sur les démarches de conception, je dirais rapidement que... Et là, par expérience, je ne suis pas allée rechercher toutes les bibliographies qui sont nombreuses et intéressantes du reste, mais plus par expérience, pour moi, aujourd'hui, les démarches de conception, c'est une réalité à concevoir, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est aussi une équipe, donc des interactions au sein d'une équipe. Les équipes pouvaient être relativement, il y a 28 ans en arrière, relativement petites, une dizaine de personnes, etc. Puis s'étoffer au fur et à mesure quand on rentrait dans les études détaillées. Mais aujourd'hui, moi, j'ai affaire à des plateaux et avec des équipes nombreuses. Dès le démarrage, quand bien même nous sommes encore sur des études conceptuelles ou fonctionnelles, on a des équipes nombreuses. Elles sont convoquées, ce n'est pas pour autant qu'elles soient disponibles et qu'elles travaillent, ou qu'elles aient les moyens de travailler, je dirais, en faisant une interaction, non pas seulement une présence dans les équipes plateau, mais avoir le temps de co-construire, tous ensemble. Des plannings, des objectifs, les plannings sont de plus en plus serrés, et de plus en plus aussi, souvent, il y a des contrats et des négociations avec les intervenants extérieurs. Alors, on pourra y revenir éventuellement dans les questions, mais je n'ai pas développé ce dernier point. Mais c'est important, parce que les équipes plateaux sont centrées un peu vers l'extérieur et pas toujours vers l'intérieur et la co-construction interne au sein des équipes projets. Et les questions que je me pose, c'est comment interroger donc le gouvernement du travail, ceux qui prennent réellement les décisions in fine, quand ce travail démarre et s'étale dans le temps, sachant qu'en plus, comme je vous l'ai expliqué, les équipes projets sont de plus en plus grosses, donc le travail est de plus en plus dispersé. Comment prendre en compte aussi l'activité de travail et non la tâche en conception, ça c'est quelque chose qui me taraude quand même un petit peu, on y reviendra. Et la santé dans tout ça. Alors pour les utilisateurs finaux, ceux qui vont hériter du projet de conception, mais aussi pour les équipes projets. Et ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué souvent dans le cadre de mes accompagnements. Alors, la conception, pour moi, c'est un acte technique efficace. Je l'emprunte à Audricourt et ça date déjà. Il y a 3 pôles, par définition. Donc, il y a le pôle du concepteur qui va agir, qui va avoir un acte de conception dans des champs d'application, des innovations et des types de raisonnement qui lui sont propres et singuliers. Il va donc agir sur le réel. Il va proposer un réel, il va proposer des objets intermédiaires. Pour réaliser cela, ses ressources sont dans les situations existantes ou les situations futures possibles.
Et puis, il va aussi médiatiser son objet de projection, son objet intermédiaire, le médiatiser et le soumettre à l'évaluation. Et c'est là où intervient le troisième pôle, qui est le pôle des évaluateurs, le groupe receveur de l'innovation, donc les opérateurs des chaînes de production, en ce qui me concerne. Ce sont les évaluateurs qui ont leurs propres critères d'évaluation. Donc il y a des critères d'évaluation sur l'efficacité, mais il y a aussi des critères d'évaluation plus proches par rapport à leur tradition, donc leur histoire, comme leur système le sens qu'ils donnent au travail, leur système de signes, leurs valeurs, etc. Et donc la conception pour moi c'est donc des concepteurs au sens ingénieur, celui qui va proposer des choses, mais c'est aussi tous ceux qui évaluent, y compris le concepteur d'ailleurs, qui évaluent aussi son objet. Et ceci progressivement en plus, dans le cadre de la conception. Excusez-moi. Alors, ce dont j'avais pu me rendre compte à travers le travail de thèse en 2002, c'est que, suivant la nature de l'objet intermédiaire et de ses enjeux, suivant que la nature soit purement technique, ou bien plutôt sociale, et dans un champ plus d'enjeux sociaux, économiques, etc., eh bien, ça va se cristalliser différemment. Et les critères d'évaluation vont emprunter par le groupe receveur seront plus polarisés vers la tradition que vers la stricte efficacité de l'objet proposé. Donc ça, c'est un constat qui avait été développé dans le cadre de ma thèse en 2002. De la même manière, donc, j'avais essayé de me dire, bon, alors quel est cet objet qu'on propose dans un processus de conception, dans une démarche de conception, quel est cet objet qu'on propose? On l'avait défini avec Annie plutôt comme un système organisationnel avec des dimensions plutôt structurelles, des dimensions propres aux règles, aux process, etc. Et puis de la technique, bien évidemment, des moyens qui sont mis à disposition. Tout ça dans des niveaux d'abstraction et de concrétisation très variés. Et puis, pour faire ce travail, on emprunte des ressources du côté des situations existantes, des situations de référence, et on essaie, tant bien que mal, de se projeter dans le futur. Alors on avait, sur un exercice de simulation, avec un cadrage, essayé de regarder si les ingénieurs et les opérateurs, donc le groupe receveur, empruntaient les mêmes ressources. Et on s'était aperçu que pour ce qui est des ingénieurs et des opérateurs, du reste, qu'on naviguait sur l'objet technique, l'objet intermédiaire, un peu dans toutes les dimensions, abstraites, concrètes, les trois dimensions, structure, règles, dispositifs. Mais que par contre, la différence caractéristique, c'était que l'ingénieur avait cette capacité à se projeter, bon, l'exercice de simulation nous y amenait aussi, se projeter dans l'avenir sans faire référence aux situations existantes, donc au système existant, alors que l'opérateur, lui, renvoyait très souvent des éléments. Bon, ça va changer, ça va être différent d'aujourd'hui, et c'est aussi l'histoire qui est convoquée dans cette question-là. Donc vous voyez quelques différences quand même. Donc ça nous avait conforté dans l'idée qu'il était important d'avoir des objets intermédiaires de manière à ce qu'on puisse capitaliser autour de ce que pouvaient exprimer les uns et les autres avec des critères d'évaluation qui étaient quand même relativement différents chez les uns et chez les autres. Donc le rôle de l'ergonome est d'encourager l'élaboration de ces objets intermédiaires et d'accompagner bien évidemment l'évaluation de ces objets intermédiaires, puisque pour moi la conception c'est beaucoup de phases itératives, c'est autant de la projection et de la production que de l'évaluation, processus d'élaboration mais aussi d'évaluation de tous ces objets intermédiaires, représentation pour l'action. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que je n'ai continué, dans mon expérience professionnelle, je n'ai fait que continuer à essayer d'investir sur des objets intermédiaires et que dans le champ
de la dimension technique de l'organisation du travail, on a des avancées indéniables. On a plein de petits logiciels. Les ingénieurs sont très friands de tous ces logiciels qui nous aident réellement à nous projeter. Alors vous voyez qu'en 2008, on avait par exemple l'utilisation d'un petit logiciel qui s'appelle SolidWorks. Donc tout est créé sous CATIA, que ce soit l'hélicoptère ou les moyens de travail. Et donc là, il s'agissait d'une station de travail. Et puis après, globalement, on continue à discuter avec nos opérateurs, notre groupe de receveurs, autour de cette station de travail. Mais comme vous pouvez l'imaginer et le voir, on a un peu des dimensions, des volumes de travail, des espaces, on peut essayer de reconstituer l'activité future possible avec les opérateurs, ça peut tourner, on peut faire bouger, ouvrir les praticables, etc. Mais on n'a pas la présence des opérateurs encore. Donc là-dessus, on a un peu progressé, ça c'était en 2008. Aujourd'hui, on utilise d'autres logiciels. Ils sont utilisés aussi sur les plateaux techniques, très très souvent. Il y a des maquettes sous CATIA avec le petit module Human Builder. Et on arrive à mettre des opérateurs. Donc nous, les ergonomes, on dit oui, des opérateurs, mais pas l'homme moyen. Surtout, vous essayez. Bon, donc là, je vous ai pris un cas pour essayer de discuter avec vous sur ce qu'on en fait et ce à quoi ça sert. Donc on leur dit, vous nous mettez un 5e percentile et un 95e percentile et on regarde comment ça fonctionne. Alors sur toutes les dimensions, vous voyez, techniques, la place de l'opérateur dans son environnement de travail, les accessibilités, voire d'autres problématiques, on sait faire. On arrive à repérer rapidement. Vous le voyez sur le 5e percentile, ça semble pouvoir passer. Le 95e, il se prend un élévateur dans les genoux. Donc ça ne le fait pas. Donc on réfléchit avec l'équipe projet. Bon, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre dans une autre position pour pouvoir faire l'activité qui est dans cette zone géographique? On a des possibilités. Les moyens techniques peuvent être à différentes hauteurs. On essaie de raisonner à la hauteur la plus adaptée pour pouvoir accéder visuellement, bien sûr, et par les mains, pour avoir le geste, et puis être dans des zones, on va dire, quand même supportables du point de vue des postures. Bon, alors on progresse, et parfois on a du mal à trouver, mais on peut progresser, et on a l'homme qui est présent dans l'environnement de travail. Donc là, en l'occurrence, je vous en ai pris un qui n'apporte pas de solution préférable, et on sera amené à en rediscuter prochainement lors du prototypage final. PS2, c'est le 2e proto sur lequel on fait en grandeur nature les opérations et on essaie de soulever donc, les problématiques et trouver des solutions avec les équipes projets sur les situations de travail. De la même manière, on utilise aussi le même module pour faire des vidéos. Et en l'occurrence, sur l'ouverture d'un portique à l'arrière d'une plateforme, on s'est aperçu rapidement, juste en respectant le process qui avait été décrit, qu'on arrivait à une phase du travail, à un trou béant qui était à l'arrière. Bon, là, vous ne le voyez pas forcément, mais c'est à l'arrière ici. Quand on ouvrait cette barrière, dont les organes de manipulation étaient relativement mal placés. Mais enfin, bon, ça c'est aussi l'optimisation des organes physiques qui a été discutée. Mais quand on l'ouvrait, on se retrouvait avec un trou béant ici, qui du point de vue de la sécurité n'est pas concevable. Donc on a revu le process de manière à ce qu'on trouve des solutions. Donc on sait faire, on avance tout au moins. On a participé également à des rings numériques. Donc là, on est carrément sur les volumes 3D. On a la possibilité, là encore, en séance de projection, de mettre en place des mannequins. Mais l'ensemble des données véhiculées est tellement importante que souvent ça plante. Les rings numériques, c'est bien, on va très, 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 très loin dans le micro, mais malheureusement, ce n'est pas encore complètement fiable. Nous avons aussi des collègues qui travaillent avec d'autres outils au bureau d'études, où là, ils travaillent beaucoup avec Human Builder, mais ils vont aussi de temps en temps sur des tâches très complexes, pour lesquelles l'accessibilité est importante, et surtout le feedback par rapport, par exemple, aux efforts. Donc, ils convoquent les ingénieurs, ils convoquent des décideurs dans des salles de simulation réa, de manière à ce que les personnes, par exemple, sur des... Vous voyez, la personne qui est à genoux,
Il y a une opération à réaliser, donc on va réaliser et dérouler le process. On est sur la tâche, hein, mais bon, on réalise ça pendant toute la durée prévue pour ça. Et au final, on va rester à genoux, comme ça, donc on se met quand même dans une situation de réalisation de la tâche, hein, qui, au bout de 2 minutes, pose problème, quoi, du point de vue de la posture. Donc on est en capacité d'amener, ici aussi, d'amener les personnes à réaliser, ici vous avez le mannequin qui est dedans, et vous le réalisez de la même manière ici sur la plateforme, hein. À prendre conscience, à prendre la notion de l'effort. Donc vous voyez, du point de vue technique, on avance de la même manière, et c'est, je dirais, ce que moi j'affectionne le plus quand on est sur des... donc là, je vous parle du dernier gros projet sur lequel on est convoqué, quand on est dans des phases où on va intégrer et de la documentation technique qui va être revue et intégrée dans différents systèmes, et sur différents outillages ici qui sont développés. On nous met à disposition des ateliers où on vient petit à petit enrichir, en fonction de la maturité et de la définition, hein, des systèmes, tous les outils, tous les outillages, tous les chariots, tous les systèmes informatiques. Et là, on fait de la reconstitution, enfin, on fait le travail tel que prévu dans le futur. Donc, c'est des simulations grandeur nature, échelle 1, et il en sort aussi, je dirais, des critères d'évaluation et de pronostic sur la santé, sur l'efficacité, qui me semblent être plutôt assez pertinents. Mais ça, c'est coûteux, hein, que de mettre en place. Donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Jusqu'où on va pour lever les problématiques avec les différents outils. Donc, du point de vue technique, je dirais que globalement, on a avancé, et sur 3 petites décennies, si je peux me permettre, hein, je trouve que quand même, on a des outils qui nous permettent de nous projeter dans une réalité et de pouvoir réinterroger donc, et améliorer cette définition. En revanche, les objets intermédiaires sur d'autres dimensions, comme celle des règles et de la structure, on est moins avancé, hein, largement moins avancé, me semble-t-il. Donc, le technique, on en a parlé, les règles, donc c'est plutôt les process, la structure, c'est les effectifs, c'est le savoir-faire, c'est tout ça. Donc, on avait fait l'exercice, hein, en 2008 pour essayer de projeter le parcours et le travail futur d'un chef d'atelier dans la chaîne future, celle que je vous avais décrite de 2008. Et en fait, on s'est aperçu rapidement, hein, que donc, quand on réfléchissait aux règles de gestion, ils étaient en difficulté, hein, manquaient d'outils. Donc on pouvait trouver certaines solutions, là encore, dans le champ du technique. Ils avaient des problématiques donc, de charge de travail avec énormément de tâches. Donc on avait des petits supports pour essayer de travailler sur quelle répartition des tâches dans le futur, et soutenable, pas soutenable, etc. Ils avaient des problèmes de responsabilité, puisqu'ils faisaient, vous connaissez la problématique des chefs d'équipe, hein, qui souvent sont et référents techniques et également gestionnaires, donc beaucoup de responsabilités, et il était relativement nécessaire, eu égard aux problématiques de santé, de réfléchir sur les rôles et responsabilités. De la même manière, sont venus sur la table en débat les problématiques de cœur de métier. Et puis de formation, de savoir-faire, etc. Ce que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est que pour ces problématiques, nous sommes partis de nos chroniques, nous sommes partis donc du réel, hein, et des répartitions des tâches, hein, pour essayer de réfléchir sur le futur. Nous n'avions pas les capacités d'innover et d'avoir des soutiens ou des projections possibles, comme pour le technique, hein, pour réfléchir sur le travail futur du chef d'équipe. Plus récemment, on nous a, toujours dans les séances de ring numérique, interrogé sur,
Donc on revient à une dimension organisationnelle, hein, sur une dimension plus donc process, c'est-à-dire, vous voyez là, c'est l'ensemble des opérations qui sont réalisées en cheminement dans une poutre de queue. Et on est en capacité, vous avez l'ensemble des tâches à gauche, hein, ici. Il y en a beaucoup, hein, comme vous pouvez le constater, et il ne s'agit que de la poutre de queue, donc vous pouvez l'imaginer quand il s'agit de l'hélicoptère tout entier. Et on nous a interrogés en nous disant, vous savez, on est en capacité de montrer opération par opération ce que l'opérateur aura à réaliser. Donc je reviens encore, hein, sur la problématique de tout à l'heure, c'est-à-dire que l'opérateur, normalement, il est couché, hein, dans la poutre de queue pour réaliser toutes ces opérations. On est en capacité de nous démontrer, voilà, il va avoir l'opération en vert là, à réaliser. Toutes les opérations qui sont en jaune ou orange, ce sont celles qui ont déjà été réalisées. Hein. Donc on peut faire le séquencement comme ça de toutes les tâches. Et on nous a interrogés en nous disant, en tant qu'ergonome, est-ce qu'il y a un ordonnancement préférable, hein, eu égard à toutes nos problématiques de santé, d'efficacité pour l'opérateur et avec notre connaissance du réel, des situations existantes et du réel. Eh bien, je vais vous dire que c'est quand même compliqué. D'une part, parce que l'opérateur, il n'est pas là, il n'est pas présent, donc on a la capacité de le faire. Hein. On peut mettre un opérateur à l'intérieur, mais ça plante les systèmes aujourd'hui. Et d'autre part, peut-être demain, mais aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas encore complètement mature là-dessus. Bon, on pourra y revenir et en discuter. Parce que la problématique, elle est quand même autour de quel pronostic on fait, hein, du point de vue de la santé et de l'efficacité pour les utilisateurs finaux. Deuxième point de discussion, plus les interactions, donc les démarches projets et ce qui se passe dans les équipes projets. Donc notre proposition, hein, était, qui date encore de 2002, était d'avoir des espaces qui permettent une participation active et entière des protagonistes du travail, et comme vous l'avez compris, équipe projet et opérateurs. Donc, on va réfléchir sur la constitution des groupes de travail. Donc, je pense qu'on a cessé d'essayer de réfléchir à cela et de proposer aussi des espaces de régulation pour les simulations, mais aussi pour la gestion dynamique et sociale des équipes projets. Alors nous, on fonctionne avec des groupes de travail et en ergologie, on parle de dispositifs dynamiques à 3 pôles. On a le pôle de ceux qui détiennent les savoirs théoriques. Alors, dans des équipes projets, c'est souvent les experts, les ingénieurs, parfois des managers, des fonctions support. Et puis, on a les protagonistes du milieu, les opérateurs, qui, eux, détiennent toute leur connaissance en savoir investi, toute l'expérience, hein, l'histoire, des opérations de montage, si je reprends l'exemple par exemple des chaînes de montage. Et l'idée, c'est que ça navigue entre les deux pôles et que ça puisse être débattu avec toutes les règles d'éthique qu'on connaît et épistémologique, construction des savoirs, discussion sur les savoirs, co-construction. Donc ça, c'est notre proposition et c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans les équipes projets, qu'elles soient techniques, qu'elles soient sur d'autres thématiques plus structurelles ou process. Alors, au-delà de ça, si vous voulez, on essaie d'apporter les choses qui vont bien au bon moment. Parce que moi, ce qui me fait très souvent paniquer, c'est d'arriver trop tôt ou trop tard. Le trop tôt est vrai aussi. On a travaillé sur des projets qui n'ont jamais vu le jour. Donc on était bien trop tôt par rapport à le jour où ils vont arriver de nouveau à maturité. Et le trop tard, c'est d'arriver un peu trop tardivement et que des décisions étaient déjà prises. Hein. Donc on avait un peu réfléchi déjà en 2010 dans les différentes propositions de projets de conception, y compris le Lean Manufacturing. Et aujourd'hui, moi, je suis embarquée dans des histoires, alors c'est toujours le Lean, hein, des histoires où sont prédéfinis les cycles des projets. Hein. Et vous, en tant qu'ergonome, vous allez essayer de réfléchir à quel moment j'apporte mes analyses de situation de référence ou de l'existant, à quel moment j'essaie de me projeter, à quel moment je mets en place mes groupes de travail, etc., etc. Donc ça donne des choses comme ça, vous voyez, un petit peu compliquées. Mais ce qu'on repère immédiatement, je ne vous demande pas de le lire, ce n'est pas le problème. Ce qu'on repère immédiatement, c'est qu'il y a des points de décision, ce sont effectivement les petits triangles qui sont là, que c'est prédéfini,
que c'est relativement linéaire, alors qu'en fait, on est tout le temps dans des itérations, hein, quand on travaille en équipe projet, et que va falloir essayer d'organiser une visibilité de ce qu'on peut apporter, notre valeur ajoutée. Donc ça contraint quand même un petit peu le travail, mais sachez que globalement ici on est sur des phases plutôt relativement conceptuelles ou fonctionnelles. Ici on a des phases plateaux qui se mettent en place de plus en plus pour discuter, alors soit avec des intervenants extérieurs, soit en interne, sur ce qu'on prévoit comme réalité pour le futur. Et puis après, on rentre dans des phases d'études plus détaillées, hein, des choses qu'on sait faire et pour lesquelles on a des outils bien plus concrets qui sont proposés, pour lesquels on va donc pouvoir réagir. Donc j'en arrive à des points de conclusion pour donner des éléments de débat. Moi, ce qui m'interroge le plus dans ces affaires-là, hein, c'est comment interroger le gouvernement du travail quand ce dernier est assez dispersé, comment prendre en compte aussi l'activité de travail et non la tâche, hein, parce que quand on est dans des dimensions techniques, et vous l'avez vu avec les rings numériques, on est quand même sur la tâche, hein, et en plus avec beaucoup de tâches. Et puis la santé, donc des opérateurs utilisateurs finaux, en termes de projection, et des concepteurs, parce que de plus en plus, ces organisations sont contraintes par le temps. Les ingénieurs équipes projet sont captivés par les passages de gate, hein, c'est-à-dire passage obligatoire ici j'ai la validation de mon budget, j'ai la validation d'aller plus loin, c'est du go-no-go, etc. Et globalement, on les met tous sur les mêmes plateaux. Et là, c'est un cas vécu hein, actuellement sur le projet d'atelier de montage mécanique. Et moi, ça me pose un peu souci parce que c'est un projet sur lequel il y a 10 work packages. Les 10 en question, on a 10 chefs de projet derrière, hein, qui ont des petites équipes. Et comme me disait l'un d'eux, tant qu'on est dans du conceptuel, fonctionnel, macro, on regarde par-dessus l'épaule du collègue du work package d'à côté et on capte rapidement comment évolue et on assure des articulations micro-macro. Et puis quand on commence à rentrer dans la profondeur et à développer dans des études détaillées, là on perd le macro, hein. On peut s'articuler individuellement dans son champ de responsabilité, dans son work package, mais on perd les autres. Hein, et donc ça génère un travail, non pas dans l'urgence, mais dans des contraintes temporelles, hein, pour ne pas les nommer, assez fortes. Hein, et c'est des problématiques qui ne sont pas du tout jeunes, hein, qu'on connaît sur l'ingénierie concourante, par exemple, et dénoncée par Schoen en 1983. Burn-out, syndrome d'épuisement, etc. Alors ce qui marche, par contre, en revanche, pour rester sur une note un peu positive, c'est qu'il y a des demandes en ergonomie de conception, qu'il y a des marges de manœuvre, mais qu'il faut avoir une lecture assez stratégique de là où on en est, où on va. Par exemple, ce fameux projet avec 10 work packages, nous nous sommes positionnés en accompagnement sur 3. Et uniquement sur 3. Parce que sur les autres, d'une part, le degré de maturité nous semblait déjà pas suffisamment important, et donc du coup, digitalisation, etc., du coup, on se dit, on arrivera trop tôt. Et par ailleurs, c'est aussi parce que derrière, il y avait des enjeux de santé qui étaient plus forts, plus importants, dans les work packages que nous avons retenus. Et puis après, c'est quand même prendre le temps, hein, de l'analyse, donc l'analyse des situations de référence, hein, ou du réel, hein, de manière à pouvoir le discuter, de manière à pouvoir l'articuler, hein, articuler ce micro des analyses avec du macro. Essayer d'innover sur des propositions aussi, éventuellement, de projection, des outils de projection,
Alors, nous, ce n'est pas un outil qui a cette valeur-là, a priori, mais sur le projet d'industrialisation, nous avons proposé, par exemple, sur les dimensions plus savoir-faire, plus structurelles, la mise en place de training rooms pour accompagner chaque projet d'industrialisation. Et dans les training rooms, nous discutons avec les opérateurs référents qui vont être sur les chaînes de montage, qui vont être des référents techniques pour les autres opérateurs. Nous discutons avec eux des savoir-faire d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Introduction d'une nouvelle technique, introduction d'un nouvel outil. Comment on va appréhender ces nouveaux outils techniques, comment on va développer des savoir-faire, et on développe des exercices avec eux pour se préparer, apprendre avec l'introduction de ces nouveaux outils. Donc ça, c'est des propositions d'articulation aussi entre du micro, y compris sur des dimensions savoir-faire, et des décisions qui seront prises plus tard sur l'ensemble de l'industrialisation de la chaîne. Faire remonter, entre autres d'ailleurs, aussi parfois des problématiques liées aux outils. Et puis donc avoir des opportunités pour débattre avec la mise en place de ces fameux dispositifs dynamiques à 3 pôles. Et dans le cas des interactions au sein des équipes projets, ce qui marche bien, et ça par expérience maintenant, je le vis, c'est d'aller ensemble, d'amener les ingénieurs, d'amener les référents, les opérateurs, d'aller ensemble sur le terrain, sur les situations réelles. Quand on en a la possibilité, ça aide. Alors forcément, on ne capte pas tous la même chose, mais au moins on a vu la même chose au même moment. Et on peut revenir dessus. Et puis c'est de construire avec les concepteurs des modes d'évaluation, ce que disait Willy, sur du moyen et du long terme, et pas uniquement dans le court terme. Voilà, je vous remercie.